Avertissement. Cette vidéo est risquée. Je vais essayer d'y défendre le dernier Star Wars. Ne tapez et ne trollez pas trop fort, je suis bon public mais j'ai argumenté mon point de vue. Il y a des spoilers, il est nécessaire d'avoir vu le film pour regarder. Je vous aurais prévenu. Alors bonjour à tous, je voulais faire cette vidéo un petit peu à l'arrache pour faire un peu une suite à la vidéo sur le Star Wars numéro 8 parce que des personnes après avoir vu le film m'ont fait quelques commentaires et je voulais juste faire une suite, donc pas vraiment sous la forme d'un épisode, peut-être un peu sous forme de vlog pour dire un petit peu ce que j'en ai pensé du Star Wars et puis de l'hypothèse que j'avais formulée et qui effectivement ne s'est pas concrétisée. Alors je préviens à l'avance, évidemment il n'y a que des spoilers puisque je vais parler à des personnes qui ont vu le film. Clairement, si vous ne l'avez pas vu, ne regardez pas cette vidéo, ça va vraiment vous gâcher le truc. Si vous l'avez vu et que vous voulez qu'on en discute un petit peu, eh bien voilà, c'est la bonne vidéo, d'autant plus que cette vidéo sera un petit peu atypique, puisque il y a eu beaucoup de critiques. Moi, ce film, j'ai plutôt envie de le défendre, et donc je voudrais faire cette vidéo pour défendre Star Wars numéro 8, le dernier Jedi. Alors déjà je dis le dernier Jedi parce que à mon avis ils auraient peut-être mieux fait de traduire au singulier, mais ça se discute. En introduction, j'aimerais juste dire déjà que moi j'ai trouvé que c'était un bon film. Voilà, j'ai passé un très bon moment dans cette salle de cinéma. J'ai trouvé qu'il y avait de l'action, il y avait du suspense, il y avait de l'humour, il y avait des combats au sabre laser dont certains étaient épiques, comme celui qui est mené par Kylo Ren et par Rey en même temps. Moi j'ai trouvé ça super. Bien entendu, la scène finale qui m'a fait très plaisir aussi. Voilà, j'ai été assez séduit, j'ai pas vu le temps passer, le film dure 2h30, je suis sorti de là, j'ai vraiment pas eu l'impression que ça faisait 2h30, et ça déjà c'est une bonne chose, c'est un bon film, ça vous met, je trouve, quand vous vous laissez un peu prendre au jeu, vous vous retrouvez dans un bain de dopamine qui est, ma foi, bien agréable. Et puis en sortant, j'ai commencé à lire, et puis j'ai vu des tas de critiques, j'ai vu la déception était à la hauteur de l'attente, enfin vraiment des critiques terribles, des tas de gens en colère. Je me suis dit c'est pas possible, j'ai raté quelque chose, je me suis fait avoir, je suis une espèce de faux amateur de Star Wars. Bon, alors j'ai attendu quelques jours que la raison revienne, j'ai attendu de sortir un petit peu de l'enthousiasme du film, j'ai été le revoir, et puis en fait, plus j'ai lu les critiques, et plus j'ai eu encore plus envie de le défendre. Et donc c'est ce que je voudrais discuter un petit peu aujourd'hui en quelques minutes. Alors déjà, première chose, il y a bien entendu des critiques que je trouve quand même tout à fait acceptables. Aucun film n'est parfait, ils sont tous critiquables. Et donc effectivement, on peut accorder le fait que les batailles navales ont parfois quelque chose, enfin les batailles spatiales plutôt, ont parfois des choses irréalistes, certaines choses qui se passent avec les bombardiers au début et qu'on tire pas sur le vaisseau et qu'on le laisse fuir, la course-poursuite très lente de la fin, et en même temps j'ai trouvé que c'était très original de faire une course-poursuite lente, mais bon oui, il y a des détails irréalistes, le suicide un petit peu tire-larme gratuit de la nouvelle générale aux cheveux violets. Bon, ok, oui, la scène avec Leia, bon, admettons. Mais c'est quand même pas l'essentiel, il me semble. Je pense que c'est quand même un film. Un film, on vous dit un truc, et ben vous y allez, vous les croyez. S'ils vous disent, eh bien, il faut faire comme ça, et c'est ça l'enjeu, et c'est ça le suspense, en général on suit parce qu'on a envie d'entrer dans le suspense. Les critiques, des fois j'ai lu, c'était du genre pourquoi les bombes des bombardiers tombent sous l'effet de la gravité alors qu'on est dans l'espace. Mais enfin c'est ridicule, dans les vaisseaux aussi ils ont de la gravité alors qu'on peut pas avoir de la gravité dans un vaisseau spatial. On est dans un film, avec des gens qui se tirent dessus, des gentils qui sont toujours sur le point de perdre lorsqu'il y a un retournement héroïque de situation qui font que finalement ils s'en sortent mais quand même, enfin c'est comme ça. C'est un film. Et donc là, je pense qu'il faut plutôt faire le bon public et suivre les scènes qui sont assez fortes en termes d'effets spéciaux et de mise en scène. Et même s'il y a des petits détails réalistes au niveau stratégie militaire, je pense vraiment que c'est pas l'essentiel. Je voudrais plutôt me concentrer sur les autres critiques et je crois que l'essentiel de la critique vient beaucoup du fait que c'est un film inattendu. C'est un film d'ailleurs sur la notion d'inattendu, à mon avis, et je pense qu'il y a des fans qui attendaient beaucoup de choses de ce film, et qui sont déçus de ne pas les trouver. Ils sont déçus de trouver totalement autre chose.
Sauf que ce totalement autre chose n'est pas rien du tout. Ce totalement autre chose a un message à amener. Alors c'est vrai que quand vous aviez vu Le Réveil de la Force, oui, c'était faire revivre la plus grande saga de l'histoire du cinéma, et c'était très centré, et beaucoup de fanservice, comme on dit. C'était très centré sur le spectateur, et ça marche très bien, c'est vraiment, vraiment bien, mais là par contre, ce film veut nous surprendre, il veut faire un peu de table rase de certaines choses pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger, et ça nous défie, ça nous challenge quand même pas mal, et ça nous questionne sur le lien qu'on peut avoir avec Star Wars. Je veux dire, la fin du Réveil de la Force, ça se termine sur un des meilleurs cliffhangers que j'ai jamais vu. Rey arrive sur la planète, elle le cherche, elle le trouve, elle lui tend son sabre, on voit son visage, Mark Hamill qui joue divinement bien, et on voit des tas d'émotions, on imagine tous les mots qu'il pourrait dire, et paf, ça se termine, et il faut attendre 2 ans pour que ça se continue. C'est un grand moment de cinéma, c'est un moment épique. Enfin, j'ai trouvé que c'était une scène finale quasiment parfaite, qui pose plein de questions. Et quand on retourne dans cette scène-là, dans le dernier Jedi, qu'est-ce qu'on voit? Luke Skywalker qui prend ce sabre, qui le regarde pendant 1 seconde, et qui le jette comme si c'était une boîte de conserve. Et là, clairement, je pense qu'on nous annonce la couleur. Ce film ne va pas aller là où on s'attend. Et d'ailleurs, c'est une des répliques de Luke Skywalker dans le film. Ça ne se passe pas comme tu l'imagines. Et vraiment, délibérément, ça ne se passe pas comme on l'imagine. Et je trouve que ça c'est vraiment très très intéressant, parce que il y a un risque de stagnation au bout d'un moment. Après 40 ans quand même de pratique, et ben c'est pas mal si on fait une forme de révolution. Et donc je crois que fondamentalement les critiques viennent de là, l'histoire de l'inattendu, les fans qui veulent retrouver quelque chose, et tu remarqueras que les mecs sont quand même difficiles, parce que par contre quand ça leur rappelle un peu trop les anciens épisodes, ils sont pas contents non plus quand même. Il y a Ben Solo qui dit à un moment donné « kill the past ». Il le dit clairement, et il fait tout pour tuer le passé. Et c'est très tentant, reconstruire tout à zéro. Il veut se débarrasser du passé. Et ce qui est intéressant aussi, et c'est un des enjeux du film, parce que Luke dit un peu la même chose. Il faut effacer tout ça. Le passé, ça donne des ratés, et cette méthode ne va pas, alors il faut tout enlever. A l'inverse, Rey, c'est quelqu'un qui est à la recherche de son passé, qui cherche son passé sans cesse, qui cherche ses parents, et quand elle ne les trouve pas, elle essaye de se rattacher à un passé légendaire. Et d'ailleurs, elle demande à Luke de ne pas être le Luke qu'il est devenu, mais de redevenir le Luke légendaire du passé. Et c'est ça l'enjeu de ce Star Wars, c'est qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on jette. Et vous avez vraiment ces 2 points de vue, de Rey et de Ben, qui s'opposent, qui sont se raccrocher au passé ou faire table rase du passé. Et on voit la tension dialectique tout le long du film que Rian Johnson met en scène. Alors je vais aller un peu plus précisément. Par exemple, une des critiques, c'est mais pourquoi Kylo tue Snoke? Et quelle est la frustration du fan? La frustration du fan, c'est il le tue avant qu'on en sache plus sur lui. On aurait aimé savoir d'où il vient, on aurait aimé savoir comment il l'a influencé, on aimerait savoir quelle est son histoire, est-ce que c'était bien le Dark Plagueis qu'on attendait, etc., etc. Et oui, mais sauf que ça marche pas. Alors, ça marche pas pour une raison déjà que Johnson a expliqué dans une interview, c'est que le 2e film, il est là pour préparer le suivant. Et pour préparer le suivant, où on sent bien que Ben Solo est mis dans la posture d'être le grand méchant, alors un méchant un peu spécial, un peu torturé, un peu minable aussi par moments, mais ça va être lui à qui on va se confronter. S'il s'agenouille devant Snoke, s'il se soumet, eh bien, quel est le rôle de Snoke, quel est le rôle de Ben Solo dans l'opus suivant? C'est pas forcément évident. Mais même si on enlève ça, quelques personnes un peu honnêtes pourraient dire que ce Snoke est quand même pas terrible. Il ne nous laisse pas une grande impression. Ça devient le grand méchant, très caricatural, le tout-puissant destructeur de galaxies, et il est vraiment beaucoup plus inintéressant que le personnage de Ben Solo, qui peut être
totalement critiquable, mais qui est beaucoup plus riche humainement et beaucoup plus complexe. Et en fait, dans le film, tout le monde sait à quoi on s'attend. Alors oui, on s'attend à l'ancienne à avoir des explications, on s'attend aussi que Snoke va rester la grande menace, que Ben Solo va trouver la rédemption, et plus on se focalise sur le conflit interne de Kylo Ren, et plus Snoke devient cette espèce de tout-puissant qui a une telle maîtrise de la force qu'il arrive... Alors, on est dans une vision très caricaturale, alors oui, la mort de Snoke, c'est un twist, c'est une astuce scénaristique qui est géniale, et d'ailleurs qui est, je trouve, très 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 bien mise en scène, et donc en fait l'idée c'est que ce film, Le Dernier Jedi, n'en a rien à foutre de Snoke, et réagit en fonction de ça. La théorie sur Snoke n'a aucune importance. Les théories qu'on peut faire n'ont aucune importance. La question, c'est le scénario, le potentiel dramatique de la scène. Qu'est-ce que deviennent les gens? Et donc, si on fait quelque chose de très attendu, d'ailleurs, s'il avait fait quelque chose de très attendu, il aurait été archi critiqué. Ce qui est inattendu, c'est qu'il le tue. Alors, bien sûr, ça reflète en partie le fait que Johnson s'intéresse plus à Ben Solo qu'à Snoke, ce que je peux comprendre. Vous avez compris que je ne suis pas un grand fan du personnage, mais c'est aussi autre chose. C'est aussi qu'il y a des choses qui peuvent s'effondrer. Luke Skywalker voyait grand, et puis il devient un vieil homme aigri qui veut mourir tout seul. Snoke, c'était un grand méchant qui devient un connard qui se fait poignarder dans le dos par son élève. Et puis nous, les fans, on avait vu grand, on avait vu des explications, des liens et des machins, et ça aussi, ça peut tomber. Et ça n'a pas d'importance, parce que Snoke n'a pas d'importance, parce que c'est ce qui est en train de se construire sous nos yeux, c'est la scène qu'on est en train de voir, qui, elle, est importante, et qui est forte. Et on croit qu'on assiste à une scène de rédemption, hein, on est confortable dans nos baskets, et puis finalement non, et c'est pas parce que son grand-père a changé d'avis que lui va faire la même chose. Son grand-père n'a pas été capable de tuer son plus proche parent, alors que lui le fait, et c'est beaucoup plus complexe, je crois que ça en a l'air. Alors, une autre critique que j'ai vue aussi, c'est la façon dont est joué Luke Skywalker. Il est différent, il est extrêmement différent, il a des réactions inattendues, parfois même un peu ridicules ou qui font rire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humour dans ce film, oui, ça change aussi hein, quand même. Et il y a des gens pour qui il ne faut pas rigoler quoi, avec Star Wars et avec la Force. Et c'est assez drôle de voir des gens qui, pour la plupart, sont nés après la sortie des premiers films, qui se sont appropriés le vrai Star Wars et qui sont un peu les gardiens du temple et qui ont du mal avec l'humour. Mais au fond, ce côté noir, ce côté cynique, c'est ce qui donne de la profondeur au personnage. Moi, je trouve que Mark Hamill est remarquable dans ce rôle. Et en fait, soyons honnêtes, dans la première trilogie, Mark Hamill, et donc Luke Skywalker, c'est un personnage un peu plat. C'est un gentil qui croit au bien, qui est plutôt une victime de sa naissance, qui a un peu de colère, un peu torturé, mais toujours vertueux, et qui arrive à voir toujours le bien derrière le masque de Dark Vador de son père. Super, mais il n'y aurait que des personnages comme ça, on se serait emmerdé. En fait, si vous voulez, Luke Skywalker, c'est un peu comme Tintin. C'est un personnage gentil, héroïque, et finalement un peu plat. Et Han Solo, c'est le capitaine Haddock, c'est quelqu'un de drôle, de colérique. Et voilà. Et là, il se passe quoi? On change les choses. Tintin prend un peu de corps, un peu de relief. Hein. C'est plus ce personnage caricatural, hein, le garçon de ferme qui devient un héros, qui sauve son père. Et non, il est tombé en disgrâce, on pourrait dire. Et on voit un type qui n'est comme rien de ce qu'on a vu jusque-là. Et quand il dit à Rey que tout ça, ça compte plus, eh ben, il nous le dit à nous, il dit aux fans, il dit mais voilà, vous avez tout ce que vous avez cru pourrait s'effondrer, pourrait se briser, les choses ont changé, et donc bien sûr qu'on le prend en pleine poire. Et c'est d'autant plus déstabilisant que clairement le film est de son côté. C'est pas un film où un jeune futur Jedi plein de force va voir le vieux maître qui l'entraîne et qui redonne de l'espoir. C'est un film dans lequel un vieux type qui a fait des conneries, qui a eu des victoires mais beaucoup de regrets, il dit la nouvelle génération, en gros, ça ne marche plus, ça ne marche plus, ça n'a pas marché, il ne faut pas refaire la même chose, il faut tout laisser tomber. Et c'est très intéressant parce qu'il est énervé et il est plein de regrets et d'amertume, il veut brûler tout ça, et c'est Yoda qui réapparaît, et c'est Yoda qui le fait. Et ça, je pense que c'est très important. D'ailleurs, vous le savez, c'est Yoda
en marionnette, c'est plus Yoda en image de synthèse. Il est revenu au vieux Yoda, et c'est pas un hasard. Il est clair que Johnson n'est pas un fan du Yoda chef de guerre, qu'on a vu dans la prélogie, et dans les Clone Wars. Hein, il aime le vieux Yoda, le Yoda sage, le Yoda drôle, ironique. Et c'est très important, à mon avis, que ce soit Yoda qui brûle cet arbre, et pas Luke, parce que c'est même pas parce qu'on a de l'amertume et du regret qu'on doit brûler ça, c'est parce qu'on a de la sagesse. Et donc c'est le personnage le plus sage de Star Wars qui le fait, et qui dit il faut parfois brûler nos idoles, il faut parfois nous convaincre que c'est pas vrai qu'ils sont parfaits, c'est pas vrai qu'ils ne peuvent pas se tromper. Alors une autre critique justement, c'est des gens qui se sont plaints qu'on ait fait mourir Luke Skywalker plutôt que de le faire revenir en héros qui combat. Alors c'est intéressant quand même, mais réfléchissons en termes de scénario. Que se passe-t-il s'il survit? Qu'est-ce qu'on lui demande en fait? On lui demande de redevenir une légende. En fait, on lui demande, si ce n'est de faire les mêmes méthodes qu'avant, au fond, au moins d'être une légende sur laquelle on peut s'appuyer. Comment il peut devenir une légende? Une fois qu'il est redevenu une légende et qu'il est réapparu, qu'est-ce qu'il va faire dans le monde physique après ça? Qu'est-ce qui aurait le plus d'impact? Je veux dire, je ne sais pas ce qui va se passer dans le prochain épisode, et personne ne le sait, et même Rian Johnson ne le sait probablement pas, puisque c'est pas lui qui est chargé du scénario du suivant. Mais il y a un énorme potentiel de choses extrêmement intéressantes maintenant qu'il est devenu une légende. Je pense que le faire mourir, c'était le faire devenir une légende qui permet à chacun de retrouver de l'espoir. Et on pourrait même imaginer qu'il devienne un fantôme qui va hanter Kylo Ren. Et ça, je trouve l'idée vraiment beaucoup plus intéressante que le faire revenir avec les autres avec un sabre laser dans la main. Je veux dire, moi je pense que ça ouvre vraiment des grands potentiels. Je pense que Luke, il change d'avis, il change vraiment d'avis, mais pas tout à fait. Il adapte son avis. Il dit pas à Rey, ok, revenons, je vais reprendre du service, je vais reprendre mon sabre. Non, pas non. Là c'est juste un remake. Il lui dit pas non plus non, je tiens mes positions, il faut tout raser. Non, il lui dit on va le faire d'une autre façon. Ce que vous avez besoin, c'est d'une légende, et à partir de cette légende, vous pourrez vous appuyer dessus pour avancer. Et il fait un truc légendaire. Cette scène enfin, je sais pas, est vraiment excellente. Moi j'ai trouvé. Et du coup, elle permet d'ouvrir quelque chose pour ceux qui restent. Je pense à d'autres critiques. Ah oui, non, une autre critique un peu, voilà, c'est que les méchants paraissent faiblards. Les méchants sont un peu minables, quoi. Les méchants qui restent là, Hugs et Ren. Ouais, ok, mais ça aussi, l'époque a changé. On n'est plus à une époque manichéenne, dichotomique, avec des grands méchants, des grands gentils, et les grands vilains et les grands parfaits. Mais ça marche plus, ça. Les méchants peuvent être minables. Les cons, un peu cupides, peuvent accéder au pouvoir. Ça vous dit rien ? J'en arrive à la critique qui, plus elle était mise, et plus me donne envie de défendre le film, en fait. C'est l'histoire que les parents de Rey, en fait, ne sont personne. Mais alors ça, je trouve que c'est un des plus grands coups de génie scénaristique du film. J'ai envie de dire, comme disent les Anglais, mais that's the point. C'est exactement ça. Il fallait quelque chose d'inattendu pour pas que ce soit un remake. Je veux dire, regardez, quelle est la réplique la plus connue de Star Wars? La plus connue de tous les Star Wars? I am your father, je suis ton père. C'est un moment extraordinaire, et ce moment est puissant parce que c'est le truc le plus terrible que pourrait entendre Luke et le public. C'est-à-dire que, en gros, à l'époque, mais personne n'y croyait, même ceux qui ont tourné, on disait mais c'est pas possible. Et justement, ça, c'était un moment de génie. C'est là que ça devient plus compliqué. C'est ce moment-là où on se dit, attends, on n'est plus dans notre zone de confort où il y a des méchants qu'on aime bien imaginer comme uniquement méchants et avoir envie de tuer, et des gentils comme uniquement gentils qui doivent suivre la voie du bien. Là, c'est plus compliqué, à partir du moment où il est son père. Donc ça, c'était vraiment génial. Luke Skywalker n'était pas personne, il y avait quelque chose qui venait du passé, qui le définissait, et ça, c'est vraiment quelque chose qui a marqué toute une génération. Là, c'est un petit peu le contraire. C'est un petit peu le contraire. Qu'est-ce qui se serait passé? Tout le monde attendait que le passé la définisse. Qu'est-ce qui se serait passé pour elle si on lui avait dit, eh bien voilà, tu es une Kenobi, ou tu es une Palpatine, ou tu es une fille Solo, Eh bien elle aurait été définie par ça.
Et le fait qu'elle soit personne, c'est exactement ce à quoi on ne s'attend pas, c'est exactement ce qui nous prend de court, et c'est ce qui la prend de court. Elle croit qu'elle a un destin, et il lui dit non, tu es personne en fait, tu dois construire ce que tu dois faire. Et en fait, il l'envie. Lui, il aimerait bien, lui, Ben Solo, son passé l'encombre, et il lui dit kill the past. Son passé est très très encombrant, mais il essaye par tous les moyens de s'en débarrasser. Et elle, c'est l'inverse. Justement, elle n'a pas de passé. Et elle doit construire en fonction de ses convictions et pas en fonction de là où on la téléguide. Qu'est-ce qui se passe si son nom c'est juste Ray? Simplement Ray. Tu es juste quelqu'un qui au départ est insignifiant et c'est les choix que tu vas faire qui vont te définir. Moi je trouve ça excellent. J'ajouterais même que en fait avant de devenir quelqu'un, Anakin Skywalker et son fils Luke, d'ailleurs, au départ, ne sont personne. C'est des espèces de fermiers ou des ouvriers sur des planètes absolument hostiles. Et ils deviennent quelqu'un. Et sauf qu'une fois qu'ils sont devenus quelqu'un, si on est leur enfant, on est obligé d'être quelqu'un. Et ben non. On peut de nouveau, et c'est là une des forces de Star Wars, devenir quelqu'un, même si au départ on n'est pas grand monde. Et donc en fait, le débat philosophico-psychologique qui se cache là est effectivement que faire du passé. C'est pas acceptable de faire table rase du passé, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est pas acceptable non plus d'être le jouet de son destin. Et je pense que c'est cette espèce d'équilibre instable que ce film veut nous mettre sous les yeux. Certains fans ont été évidemment tentés de dire « nous sommes le fruit du passé ». Et en fait, Rian Johnson semble nous dire pas tout à fait. Et moi j'ai l'impression que les cartes sont rebattues et que les possibilités sont ouvertes. Et pour finir, juste pour dire, essayez de... Alors, la plupart d'entre nous, fans de Star Wars, on n'est pas trop vieux, donc forcément on s'en rappelle pas. Mais si on y repense, 77, le premier Star Wars, avant même qu'il s'appelle Un Nouvel Espoir, avant qu'il devienne le truc de toute une génération. Et maintenant, pensez à celui qui avait fait ce film, le jeune George Lucas. George Lucas qui essayait d'avoir un regard artistique, qui avait fait un film pas très connu, THX 1138, un film qui avait un aspect politique, un aspect peut-être un petit peu complexe ou symbolique. Bon, alors Star Wars c'était un film beaucoup plus accessible, mais c'est le travail de cet artiste-là. Et ça parle un peu la même langue. C'était un film sympa, mais un film sympa à propos d'une bande de combattants pour la liberté qui se battaient contre un régime fasciste et oppressant. C'était un film qui avait un aspect politique et Lucas l'avait vraiment en tête, et même si on s'en est beaucoup moqué, mais je crois qu'il l'avait en tête quand il a fait la prélogie qui montre de façon extraordinaire les limites ou les échecs de la démocratie face à un tyran ou face à une menace. Et je crois que Rian Johnson a quand même, qu'il le dise ou pas, il y a cet aspect un petit peu politique. Quand même, c'est pas juste fun. Le Premier Ordre, c'est pas juste des types qui ont des vilains costumes et des grosses opportunités en termes de puissance de feu. C'est des fascistes, même des fascistes assez effrayants. Et la résistance, c'est pas juste des super-héros. C'est une bande de combattants qui ont beaucoup de pertes au passage, et c'est des gens qui ont peur, qui sont frustrés, qui sont perdus, et qui ont très très peur d'un monde dans lequel, eh bien, dans ce casino, même si c'est pas la meilleure scène du film, je l'entends bien, mais qui ont une crainte de ce monde où dans un casino, il y a des 1% qui contrôlent des 99%. Et puis la force, c'est pas juste un truc super chouette pouvoir qui soulève des objets, c'est un truc compliqué, assez spirituel et qui nous échappe pour l'essentiel et avec lequel même Luke Skywalker a une relation un petit peu complexe. Et même l'humour qui arrive, le personnage de Benicio del Toro, enfin, ça ouvre une perspective intéressante, c'est-à-dire que ça c'est vraiment en dehors de la norme, et on a l'impression qu'au lieu de suivre le guide de comment on fait un Star Wars, on a l'impression qu'il s'est un petit peu approprié le film en y mettant des scènes d'action, des scènes d'humour. Et moi, je crois, et c'est en ça, moi, que je suis touché par cette affaire-là et que j'ai envie de défendre le film. Et en tout cas, c'est sûrement
parmi les choses parmi lesquelles j'interrogerais le réalisateur si j'avais la chance de le croiser. Moi j'ai l'impression que c'est un film qu'il s'est approprié. Ça me fait penser que c'est un film qui a été fait par un jeune George Lucas. Quelqu'un de passionné et quelqu'un qui n'a pas fait un film de Star Wars, mais qui a fait son film de Star Wars en fait. Bien entendu que les films précédents, et notamment les 2 derniers, Le Réveil de la Force et Rogue One, voulaient faire plaisir aux fans, ils voulaient que ça sonne familier, ils voulaient comment dire, remuer notre lien avec Star Wars. Mais le dernier Jedi se fout complètement de votre lien avec Star Wars en fait. Et c'est ça qui est bon. La seule relation qui compte, c'est pas la relation entre nous et Star Wars, c'est la relation entre Rian Johnson et Star Wars. Et pour la première fois depuis vraiment très longtemps, nous avons un film de Star Wars avec un point de vue scénaristique. Quelqu'un qui défend son point de vue au point de vraiment ébranler les symboles et de briser des héros. Je veux dire, honnêtement, entre nous, faire un Luke Skywalker noble et courageux, c'est l'option simple. Un Luke torturé avec des regrets et avec de l'humour, ça c'est pas facile, hein. C'est dur à avaler. Et je pense que Star Wars, ça tiendra si c'est capable de grandir et de changer. Là, ce qui se passe et ce qui peut déstabiliser les fans, évidemment, c'est que c'est pas complètement sécure. C'est un petit peu instable. Il pourrait se passer un peu tout. Les cartes sont rebattues. Et c'est bien parce qu'on est un petit peu hors de cette zone de confort que c'est génial et que ça peut évoluer. Et dernière chose, je me suis effectivement trompé sur la question du Jedi gris. Ouais, alors ça, je m'y attendais, parce qu'il n'y aurait pas de référence à l'univers étendu. Par contre, là où je ne me suis pas trompé, je crois, c'est sur l'idée que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et ça reste un petit peu vrai, et donc c'est pour ça aussi que je ne suis pas déçu et que je suis même très intéressé par ce film, parce que c'est plus complexe et plus inattendu que ça en a l'air, c'est plus humain, c'est plus nuancé. Ok, l'action n'a pas besoin d'être stratégiquement parfaite, mais la partie humaine est très 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 ouverte. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si on va refaire du classique, le jeune Jedi du bien qui combat les vilains méchants, mais il a des pistes ouvertes pour faire ça avec de la nuance. Donc moi, j'ai aucun intérêt particulier à défendre ce film, si ce n'est défendre le fait que j'ai apprécié de le voir, mais aussi défendre le fait que je crois qu'un film est quand même plus intéressant quand on se dit « Oh, tiens, je m'attendais pas à ça », que quand on se dit « Ah, je le savais ». Finalement, les plus grandes sagas sont intéressantes quand elles nous surprennent, quand elles nous bousculent, quand elles nous maltraitent un petit peu. Et donc, ok, Star Wars est sorti des rails. Est-ce que vous allez le suivre ? Parce que la route est un peu plus accidentée. Bon, en tout cas, personnellement, je serai dans la salle le jour de la sortie, voilà, et puis j'attends évidemment vos commentaires. Si vous souhaitez qu'on en discute, je ne dis pas que je répondrai à tous les commentaires qui pourraient avoir lieu là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que je les lirai et que je prendrai beaucoup de plaisir à voir des débats naître sur ce film, parce que finalement, un débat, ça veut quand même dire qu'il y a un intérêt, beaucoup plus qu'une espèce de consensus mou ou de rejet global et sans nuance. Voilà, donc eh bien, merci pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, dans un format inhabituel et dans un format bien sûr où je ne pouvais pas mettre de petits extraits du film, évidemment, sinon déjà je ne sais pas où je les aurais trouvés, et en plus la vidéo aurait été immédiatement censurée. Donc voilà, juste cette petite opinion sur Star Wars, et j'espère que très bientôt je serai en mesure de vous présenter un nouvel épisode de Comme Si. D'ailleurs, vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous avez une thématique particulière que vous souhaitez que j'aborde en priorité. Voilà, à bientôt.